Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Nous sommes lundi 11 janvier et désormais le président Macky Sall peut prendre des décisions urgentes dans la gestion de la crise sanitaire sans passer par l'Assemblée nationale. Les députés ont majoritairement voté et adopté la loi sur l'état d'urgence et l'état de siège. Le député libéral Toussaint Manga crie au scandale et incrimine ses autres collègues députés. Lansana Gagny Sakho, limogé de la tête de l'ONAS, a peut-être des comptes à rendre. Des agents l'accusent de profiter de sa transition pour signer une vague de contrats à durée indéterminée des CDI. Nous avons ensuite demandé au directeur des ressources humaines si ces accusations sont avérées et Aliou Diop a tout démenti. C'est une sortie exclusive sur ITV. L'ancien Premier ministre malien Boubou Cissé, actuellement très recherché par la justice de son pays, nous donne de ses nouvelles. Sa famille et lui se portent bien. Vous l'entendrez vous-même dans quelques instants. Et enfin, à la page des sports, présentée ce soir par Pape Malik Diaw. C'est maintenant officiel, le chef de l'État Macky Sall peut prendre des décisions en lien avec la gestion de la pandémie de Covid-19 sans passer par l'Assemblée nationale. Les députés ont adopté en majorité le projet de loi relative à l'état d'urgence et à l'état de siège. Les capacités d'anticipation seront désormais renforcées avec l'adoption de ce texte. Et oui, une grosse polémique est née de ce projet de loi. Toussaint Manga, par exemple, décrit une volonté manifeste d'affaiblir l'Assemblée nationale. Le député libéral en veut à ses collègues qui ont répondu par un oui. Je vous propose de l'écouter. L'argument du gouvernement sur la lourdeur de l'application de la loi 69-29 du 29 avril 1969 est un argument très léger, sans fondement et pas convaincant. Beaucoup de pays à travers le monde sont de loin plus atteints de la pandémie que le Sénégal. Vous n'avez entendu nulle part des modifications, des tripatouillages de la Constitution pour donner au chef de l'État des pouvoirs qui ne relèvent pas de ses prérogatives. Le Sénégal n'est pas à sa première épidémie. Nous avons connu des pandémies beaucoup plus meurtrières que la pandémie du coronavirus. Alors, il ne faut pas profiter de la pandémie actuelle pour étrangler notre démocratie. Le gouvernement a une volonté manifeste d'affaiblir l'Assemblée nationale. La preuve est que le gouvernement préfère, au lieu de faire face à l'Assemblée nationale, le gouvernement préfère faire des face-à-face avec la presse tous les 15 jours. Et nous estimons que c'est à l'Assemblée nationale que le gouvernement devait venir parler au peuple sénégalais. On constate que l'Assemblée actuelle n'a aucune utilité, puisqu'elle ne joue pas pleinement son rôle. Ce qui est inédit et grave dans ce processus de dépouillement des prérogatives de l'Assemblée nationale, c'est que ce sont les députés eux-mêmes qui votent les lois qui fragilisent l'institution. C'est seulement au Sénégal qu'on trouve des députés qui acceptent de voter des lois qui retirent les prérogatives de l'Assemblée nationale pour les attribuer au gouvernement. Ce Parlement mérite simplement la dissolution car elle n'a plus d'importance. Et l'ancienne parlementaire Hélène Tine fait aussi partie de ceux qui pensent que l'adoption de cette loi confère beaucoup trop de pouvoir au président Macky Sall. Elle parle même de recul démocratique. Hélène Tine a été donc l'invitée de Tok Tok Sénégal de ce lundi. Elle est largement revenue sur le vaccin contre le coronavirus. Les détails avec Migui Maram Diaye. Avec la modification de cette loi, le président de la République verra ses pouvoirs renforcés en période de catastrophe sanitaire ou naturelle. Il n'aura plus besoin de passer par l'Assemblée nationale pour prendre certaines mesures. À quoi sert alors la représentation nationale? Une interrogation que se pose l'ancienne députée Hélène Tine. Il faut qu'il y ait un pouvoir quand même qui arrête le pouvoir. Et dans le projet de loi que j'ai vu, je n'ai vu nulle part de définition de l'état de catastrophe sanitaire, ni de situation sanitaire, de situation, comment dirais-je, de catastrophe sanitaire ou de catastrophe naturelle. Ça veut dire que n'importe qui demain, même si ce n'est pas lui, peut y mettre tout ce qu'il veut. Et on va où? Il faut que l'Assemblée nationale serve à quelque chose.
La modification de cette loi intervient en pleine crise sanitaire, une crise qui continue de faire des victimes 469 selon le dernier bilan. Mais pour Hélène Tine, guérie de la Covid-19, la maladie est devenue un fonds de commerce. Nous avons constaté que les politiques ont profité de cette situation pour faire des deals, parce que c'est le Covid qui est à la base de la naissance de cette nouvelle coalition à côté de Benno Bokk Yakaar appelée coalition Mburok Sow par eux-mêmes. C'est le Covid qui donne aujourd'hui l'opportunité au président de la République de chercher à se donner des possibilités de restreindre les libertés quand il veut, en se disant qu'il y a urgence sanitaire ou, urgence sanitaire ou catastrophe naturelle. La solution la plus efficace pour bouter la pandémie hors de nos frontières reste le vaccin. Hélène Tine prône la gouvernance par l'exemple. Que Macky Sall se fasse vacciner d'abord. Même le pape a décidé de se faire vacciner. Maintenant, il nous faut que les autorités, pour maintenant aider les populations à s'approprier de ce programme de vaccination, qu'ils prêchent par l'exemple. Il faut qu'ils soient les premiers, eux et leurs familles, à être vaccinés et que cela puisse être montré et que les Sénégalais, aujourd'hui, qu'on utilise cette force-là, que les jeunes sont en train de mettre donc, dans le grabuge qu'on constate dans les quartiers, qu'on mette cette force-là pour lutter contre cette pandémie qui aujourd'hui est une menace pour nous tous. Le vaccin, oui, poursuit la présidente du mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail, mais elle invite les autorités sanitaires à miser sur la bonne qualité. Et nous avons 4 décès ce lundi et 288 nouvelles contaminations sur un total de 1927 tests réalisés. 139 patients ont été déclarés guéris, mais 33 sont encore sous traitement. La nouvelle souche du coronavirus apparue d'abord au Royaume-Uni s'est répandue dans plusieurs pays du monde, mais le Sénégal est pour le moment épargné. Le directeur de la lutte contre la maladie, Dr Babacar Gueye, tient donc à rassurer l'opinion publique. Regardez. Rassurer, en tout cas au moment où nous vous parlons, c'est-à-dire parce que c'est important de préciser le moment, parce qu'il peut toujours avoir des évolutions. Aujourd'hui, c'est le 11 janvier 2021. Après les séquençages qui ont été effectués au niveau de l'Institut Pasteur de Dakar, en tout cas au Sénégal, il n'y a pas encore de souches variantes qui ont été trouvées en circulation au niveau du pays. Donc rassurer les populations par rapport à ça. Et certains ont annoncé qu'il y aurait cette souche au niveau de la Gambie, mais en tout cas à ce jour, au niveau du Sénégal, il n'y a pas encore cette souche. Et au moment où je vous parle aussi, une activité importante est en train d'être mise en œuvre au niveau sur tout le territoire pour faire ce qu'on appelle la supervision des portes d'entrée, ce qui est important. Aujourd'hui, on est en train de voir, de redynamiser, de réévaluer et de peaufiner le dispositif qui est mis en place au niveau des portes d'entrée, autant maritimes, terrestres et aériennes. Et puisque la répétition est pédagogique, l'on s'intéresse une fois de plus au port de masque et au respect des mesures actuellement en vigueur par les populations. Nous l'avons tous remarqué, cette deuxième vague de Covid-19 est très virulente. Par conséquent, il faut revoir les comportements selon les interlocuteurs de Aïssatou Diak et Moussa Fall. Saliou Faye se dit très bien protégé contre le coronavirus. Malgré tout, la propagation de la Covid-19 inquiète cet habitant de rue 10. Selon lui, les Sénégalais ne sont pas conscients de la situation actuelle. J'ai remarqué que les Sénégalais ne prêtent pas attention à cette maladie grave-là. Ils le prennent à la légère. Donc ce n'est pas une maladie à laquelle on peut jouer. C'est une maladie vraiment sérieuse. C'est très nombreux. Et le nombre de décès qu'il y a eu cette semaine-là, au premier couvre-feu, il n'y avait pas ce nombre de décès. Donc cela montre énormément que les cas ont augmenté, surtout les cas communautaires, et les décès aussi augmentent. Donc veuillez faire très attention à cette maladie. 39 décès enregistrés cette semaine, un chiffre alarmant.
Il y a trop d'essais. Le nombre de morts a presque doublé par rapport à la première vague. Il faut que les Sénégalais revoient leur comportement et respectent les mesures parce que là, ça devient très sérieux. Fatou couvre bien son nez et sa bouche. Cette mère de famille appelle la population à en faire de même. Là, il faut impérativement que les Sénégalais soient conscients parce que l'heure est grave. Il faut qu'on essaye de lutter pour faire disparaître la maladie. De toute façon, on n'arrête pas de faire des prières. Saliou, lui aussi, a les mêmes vœux. Je vous appelle, vous les Sénégalais, à faire très attention, à prendre votre mesure, à vous préserver. Comme on dit en Wolof, fagaru mogon fadjo. Le message est donc clair. Les services d'hygiène poursuivent les opérations de saupoudrage dans les différentes communes de Dakar. Ils étaient ce week-end à Niarem, Limamoulaye, à Guédiouaï, des opérations qui, je le rappelle, entrent dans le cadre de la riposte contre la pandémie. Mamadou Lamine Fati pour les détails. La brigade d'hygiène de Guédiawaye et la mairie de Ndiarème Limamoulaye organisent la riposte contre la deuxième vague de la Covid-19. Une trentaine de lieux de la commune a profité d'une opération de saupoudrage. Nous avons décidé de reprendre ce plan de riposte-là et c'est dans ce cadre-là que nous avons défini plusieurs axes. Alors le premier axe, c'était de réunir pratiquement en assemblée générale toutes les parties prenantes, toutes les personnes de ressources au niveau de la commune à travers une grande assemblée générale pour leur rappeler le rôle qu'ils devaient jouer dans cette lutte sous forme de sensibilisation. Le deuxième axe, c'est le travail que nous sommes en train d'accomplir présentement, c'est la désinfection au niveau de tous les établissements publics. On est dans un contexte de recrudescence de la Covid qui s'est révélée sous une forme beaucoup plus grave et l'heure aujourd'hui est très grave comme l'a dit le président de la République et il incombe et il appartient à tout un chacun véritablement d'observer les mesures barrières et de prendre toutes les précautions nécessaires et utiles pour endiguer la propagation de cette maladie-là. La population doit changer de comportement et adapter les mesures barrières pour lutter contre le coronavirus. C'est la conviction du commandant de la brigade d'hygiène de Guédiawaye. Il faut dire que les mesures que nous avons prises sont épousées par le maire. Ce qui concerne la désinfection est de grande envergure. Ce matin, vraiment, il est à pied d'œuvre pour cibler tout ce qui est établissement, tout ce qui est les lieux publics, à savoir c'est les marchés, les grandes places, c'est les mosquées. Parce que je pense que le maire il est très conscient de la spécificité de cette maladie qui a une vitesse de croisière extraordinaire, qui a une capacité de mutation et n'est-ce pas aussi de persistance sur les surfaces. Et je dis que c'est à cause de cela qu'il a laissé le dimanche pour qu'on puisse sillonner tout les établissements. Et ça, je dis, ça va jouer un rôle déterminant au niveau de la santé de la population. La brigade d'hygiène et la mairie de Ndiarème Limamoulaye invitent la population à participer à la lutte contre la deuxième vague de la pandémie de Covid-19. Une caravane sera organisée cette semaine pour informer et sensibiliser la population sur le respect des mesures barrières. Merci beaucoup, Mamadou Lamine Fati. C'est également l'un des titres de ce lundi, à peine démis de ses fonctions de directeur général de l'Office national d'assainissement du Sénégal. Lansana Gagny Sakho est accusé de recrutement anarchique actuellement. Il s'agirait de contrats à durée indéterminée, des CDI, selon le délégué du personnel de l'ONAS. Magnan Diaw nous explique au téléphone de Boubacar Dia. Aujourd'hui à ONAS, nous qui sommes le gardien du temple en quelque sorte, on a remarqué depuis que M. Lansana Gagny Sakho a été démis de ses fonctions que des recrutements anarchiques se faisaient au niveau de l'ONAS. Des recrutements, alors que maintenant, il n'a plus le droit de faire des recrutements. Depuis ce matin, on a vu une vague de personnes qui sont venues se présenter dans nos différents services et présenter des contrats à durée déterminée. Voilà, donc c'est ce qui n'est pas normal. Et nous ne voulons pas aussi qu'il parte et nous laisser des problèmes à la maison. Et on n'aura pas, sinon on n'aura pas de salaire pour ces derniers ou bien on aura un problème dans l'avenir. C'est pourquoi nous voulons attirer l'attention de l'autorité pour qu'au moins que le directeur général qui doit arriver sache qu'actuellement il y a des contrats qui sont en train d'être faits à ONAS. Donc des contrats souvent antidatés parce que vraiment il a été démis de ses fonctions depuis le 6 et aujourd'hui ces gens ont pris ces derniers que je viens de citer qui ont eu des contrats et c'est aujourd'hui qu'ils sont venus se présenter à ONAS pour dire qu'ils ont été embauchés à ONAS. De toute façon, nous on a attiré l'attention des ressources humaines, on lui a dit de prendre ses responsabilités parce que aussi
c'est eux qui préparent les contrats. Et donc, ces contrats-là, c'est des contrats qui doivent pas être validés. Aussi, nous pensons aussi que quelqu'un qui n'est plus vraiment directeur général de l'ONAS ne peut plus faire des recrutements de ce genre. Aucun CDI n'a été signé depuis que le directeur général Lansana Gagny Sakho a été démis de ses fonctions. C'est le directeur des ressources humaines qui parle. Aliou Diop dément alors les accusations portées par le délégué du personnel. On l'écoute. En termes de DRH de l'ONAS, je peux affirmer que donc, depuis que le décret a été signé, aucun contrat à durée indéterminée n'a été signé au niveau de l'ONAS. Et d'ailleurs, ce matin, donc lorsque j'ai entendu les gens en parler au niveau de l'ONAS, j'ai convoqué l'ensemble des délégués du personnel avec lesquels j'ai eu un entretien. Je les ai mis en relation avec le chef de service administration du personnel qui est chargé lui-même de confectionner et d'élaborer les contrats. Et il a confirmé effectivement que depuis la signature du décret, donc à savoir le 6, aucun contrat à durée indéterminée n'est sorti de la direction des ressources humaines. Donc c'est un peu ça. Donc je ne sais pas pourquoi il a dit ça, donc, mais à ce jour, par rapport à ce qu'il a dit, c'est très grave parce que antidater des contrats à durée indéterminée, je pense que c'est une faute grave. Et cela n'a jamais été le cas au niveau de l'ONAS, jamais. Tous les contrats qui ont été signés l'ont été au mois de décembre et c'est des confirmations. Ce sont des personnes qui étaient en CDD et donc, comme en fin d'année, le contrat est arrivé à terme. Donc, ces personnes ont été confirmées depuis fin décembre. Et ces personnes-là ont pris service depuis le 4. Depuis le 4. Le Sénégal et le Japon viennent de signer un prêt concessionnel d'un montant de 37 milliards de francs CFA. Cette somme va financer le projet de réhabilitation et d'extension des périmètres irrigués des départements de Dagana et de Podor. Les précisions de la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aminata Tall Sall, recueillies par Adama Sarwi. On avait dit un important accord dans le cadre agricole a été signé hier pour une valeur de 37 milliards de francs CFA destinés à l'aménagement de périmètres rizicoles pour soutenir la résilience agricole et la souveraineté alimentaire qui sont chères au président Macky Sall. Également, je suis heureuse que dans les autres secteurs de notre coopération, tels que l'hydraulique, vous travaillez au dessalement, à la mise en place d'une usine de dessalement de l'eau de mer. Nous allons bientôt commencer ce programme. Également à l'acquisition de pirogues pour la pêche en fibre de verre. Cela non seulement modernisera le secteur de la pêche, mais va nous aider à lutter contre l'immigration irrégulière. Mais là où je voudrais vraiment insister, c'est sur le plan de notre coopération dans le domaine sanitaire, où vous avez soutenu la couverture maladie universelle, qui est un programme extrêmement cher au président Macky Sall, qu'il a mis en place dès qu'il a été élu par le peuple sénégalais et qui est une de ses plus grandes innovations ici en Afrique. Vous avez soutenu la première phase pour 40 milliards de francs CFA et vous vous engagez également à soutenir la seconde phase. Je voudrais me féliciter de cela. Pour finir, je voudrais me réjouir du soutien du Japon pour 2 événements internationaux qui nous tiennent à cœur. Le premier, c'est le Forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Le deuxième événement, c'est les JOJ de Dakar. Ce sera la première fois interafricaine qu'un tel événement va être organisé et nous avons vu comment le Japon est prêt à nous soutenir après les Jeux olympiques de Tokyo. C'était donc Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Alors on poursuit avec le reportage du soir sur le marchandage bien connu par les Sénégalais. On pourrait même dire que c'est une étape normale avant d'acheter un produit. Les arguments sont très intéressants et parfois surprenants entre clients et vendeurs. Illustration dans ce reportage signé Nima Sadio. Est fréquent dans les marchés sénégalais. Nous sommes au marché de Grand Dakar. De longues minutes de marchandage entre vendeurs et clients. Et assez souvent, c'est le vendeur qui cède. metti lool ndax xam nga feebar bi yaa ma gën a xam
C'est très difficile et surtout avec la maladie. La viande est devenue chère. Il y a des gens qui viennent ici pour acheter. Pour d'autres, par contre, on est obligé de leur donner pour qu'ils remboursent après. Et on a des pertes, qu'on le dise ou non. Cette vendeuse au marché de Niaritali apprécie moyennement cette pratique. Les clients aiment bien marchander. Parfois, quand tu achètes l'article à 4 500, ils te demandent de le revendre à 3 500. Les temps sont difficiles. Les clients te demandent de réduire les prix tout le temps. Maintenant, on a des articles pour toutes les bourses. Parfois, les clients marchandent tellement que ça te donne la chair de poule. Aux yeux de cette consommatrice, marchander dépend du prix des produits et de leur abondance sur le marché. Ça dépend que prix marché varié. Tout dépend. Si le prix du marché ne varie pas, tu peux ne pas marchander. Mais si le prix change, on n'a pas besoin de le faire. Il y a quelque temps de cela, le prix de l'oignon vert était élevé. Mais en ce moment, les produits sont à bas prix et on n'a pas besoin de marchander. Le marchandage, une pratique omniprésente dans les marchés au Sénégal. Les vendeurs déclarent souvent un premier prix pour anticiper la baisse, car bien souvent, ils sont obligés de céder pour éviter de rentrer bredouille. Merci beaucoup Nima Sadio pour ce reportage. Boubou Cissé a parlé à ITV ce lundi. L'ancien Premier ministre malien activement recherché par la justice malienne pour atteinte à la sûreté de l'État et tentative de déstabilisation de la transition. Il n'est toujours pas retrouvé, mais l'homme dit être toujours au Mali. Et voici les mots que Boubou Cissé a confiés à notre reporter Mamadou Gaïkassé. Je suis dans une incompréhension totale face à ces accusations, face à la situation même. Je ne reconnais pas du tout les faits. Je n'ai jamais pensé intenter une seconde, ne serait-ce qu'une seconde, à la stabilité des institutions de mon pays. Le sens élevé de l'État que j'ai, l'engagement patriotique qui a toujours été le mien, le respect quasiment religieux des institutions démocratiques et républicaines que j'ai, honnêtement m'interdisent à participer à un complot quelconque contre mon pays ou ses institutions. Nous sommes lundi, la page des sports présentée par Pape Malik Jo. Bonsoir Pape Malik. Bonsoir Adam. Nous démarrons avec du football avec le championnat local. Les filets ont tremblé, tenez-vous bien, à 23 reprises ce week-end en Ligue 1 et Ligue 2. Tout à fait, et c'est bien dit, il y a rien à ajouter, 23 reprises. Donc les filets ont bougé, donc 13 au niveau de la Ligue 1. D'abord avec le tableau que vous apercevez, Niaritali qui a renoué avec la victoire suite à ces 2-1 inscrits donc face à l'AS Douane. Mbour Petite Côte qui tombe à domicile face à Djambar, 2-1. Aussi 0 but partout entre Casa Sport et Nyombour. Génération Foot qui a été tenu en échec à domicile par le Stade de Mbour, 1 but partout. L'AS Pikine qui bat l'US Gorée 3-1. Célèbre Excellence qui tient en échec donc le champion en titre Teungueth FC, 0 but partout. Et enfin, Dakar Sacré-Cœur qui tombe à domicile, 1-0 face au Jaraaf de Dakar qui revient fraîchement de la compétition africaine. Et donc au niveau du classement, Djambar, bien sûr avec ses 2 victoires, est toujours leader avec 6 points. L'AS Pikine, après son match nul, a retrouvé les 3 points dans cette journée en battant donc l'US Gorée 3-1. Ils sont à la 2e place. Génération Foot ferme le podium. Et au niveau du milieu de tableau, on a des équipes comme Niaritali, Nyombour, Stade de Mbour, encore Casa Sport. Et au niveau de la zone rouge, on a Mbour Petite Côte et US Gorée. 10 buts donc au niveau de la Ligue 2 aussi avec ce tableau-là, puisque l'US Wakam qui est tombé à domicile face à Guédiawaye FC, 2-1, 1 but partout entre Sonacos et EG Fatick Duc qui a été tenu en échec à domicile, 0 but partout entre Renaissance Dakar et donc Duc, 1-0 entre Amitié FC et Demba Diop FC.
Thiès FC qui est tombé à Keur Madior 2-0, tout comme l'US Sport qui est tombé face à la Linguère 2-0. Et le dernier match que vous apercevez entre Africa Promo Foot et Jamono Fatick vient de se terminer par un match nul, 2 buts partout, ce qui augmente un petit peu le nombre de buts en Ligue 2. C'est donc 14 buts désormais en Ligue 2 contre 13 en Ligue 1. Au niveau du classement donc de la Ligue 2, Keur Madior est leader du haut, c'est 6 points, tout comme Linguère et Amitié FC avec 2 victoires en temps de journée. EJ Fatick, Thiès FC, Jamono Fatick ou Renaissance Dakar se pointent au niveau du milieu de tableau et pour le moment sont relégables Demba Diop FC et l'US Sport. Et pour la suite de cette 3e journée, justement, on aura quelques chocs au niveau d'abord de la Ligue 1 puisque, tenez bien, Jambar va recevoir le Jaraaf de Dakar, AS Douanes qui reçoit Mbour Petite Côte. Deuxième choc de cette 3e journée, Teungueth FC, Niary Tally. On aura des rencontres comme Mbour, Niombour, Seneps Excellence, US Gorée qui reçoit Casa Sport, Stade de Mbour Génération Foot. Et ce choc, bien sûr, où on attend beaucoup d'étincelles entre Dakar Sacré-Cœur et Génération Foot. Et enfin, en Ligue 2 aussi, on aura une journée chargée. Thiès FC qui reçoit US Sport, Renaissance Dakar, Keur Madior, Sonacos Duc, Jamono Fatick, EJ Fatick, Guédiawaye FC, Africa Promo Foot, Demba Diop FC, US Ouakam, Linguère et Amitié FC. La CAF valide la candidature de Augustin Senghor, mais Demba Varor d'Africa News Sport conteste quand même. Effectivement, et c'est bien dit, alors que la commission de gouvernance de la Confédération africaine de football a tout simplement déclaré recevables les candidatures d'Augustin Senghor du Sénégal et de Jacques Anouma de la Côte d'Ivoire. Elle devra désormais les soumettre au préalable à la commission de contrôle de FIFA. La magouille de trop de l'instance dirigeante du football dans ce processus électoral, selon Demba Varor, le journaliste sportif de Africa News Sport, remet en question l'indépendance de l'instance dirigeante du football. Nous l'écoutons au téléphone de Saïko Seydi. C'est vrai qu'on savait que dans toute élection, il y a du lobbying qui se fait en coulisses. Mais là, voir que la FIFA ne s'en cache plus, c'est désolant et c'est bien dommage. Mais c'est parce que nous, Africains, nous laissons faire et que nous ne prenons pas en charge. Parce que aujourd'hui, si la FIFA, de manière flagrante, s'immisce dans les élections, aussi bien de la CAF que de la Fédération ivoirienne de football, c'est parce que nous, on n'a jamais dit non, on a toujours laissé faire la FIFA depuis 3-4 ans, depuis, je vais dire que Hayatou est parti. Aujourd'hui, Infantino sait que il n'a plus les faveurs de l'UEFA, donc il cherche à maîtriser l'Afrique qui a quand même 54 fédérations, c'est vraiment beaucoup, 54 fédérations, essayer de les maîtriser, c'est bien. On a vu que comment la FIFA a poussé la CAF à changer la période de sa CAN parce que la FIFA avait programmé la Coupe du Monde des clubs en juin 2021. La FIFA ne ferait jamais ça à l'UEFA, mais comme je l'ai dit tantôt, c'est parce que nous, on ne se prend pas en charge, c'est parce que nous, on ne décide pas comment orienter notre politique. Et il y a autre chose aussi, c'est que ce qui se cache également derrière, c'est que Infantino est proche de la Chine et la Chine veut récupérer plein de marchés en Afrique. Par exemple, c'est pas pour rien que il y a moins d'1 an, Infantino à Madagascar disait que l'Afrique doit construire rapidement beaucoup d'infrastructures. C'est que la Chine, dont est proche, la Chine veut gagner ces marchés-là. Et même les marchés audiovisuels, les droits TV, la Chine veut les gagner et Infantino va pousser l'Afrique à contracter avec les Chinois. Donc, pour avoir tout cela, il faut maîtriser le prochain président. Et puis en Europe, pas Malik, les Sénégalais ont largement brillé ce week-end dans les différents championnats. Et on démarre en France, bien sûr, avec Boulaïda qui devient meilleur buteur de la Ligue en Conforama. Habib Diallo, de son côté, avec Strasbourg, a marqué son 7e but de la saison. Sadio Mané a aussi marqué en FA Cup, bien sûr, face aux Villains. De leur côté, Mbaye Diagne, excusez-moi, a marqué le but le plus rapide en Turquie. Badou Diagne et Dembaba se sont aussi illustrés. Le tout, c'est avec Chardiop. Afin de scruter l'actualité européenne des Lions, nous nous rendons d'abord en France où Boulaye Dia continue de performer avec Reims. Avec un doublé ce samedi face à l'AS Saint-Etienne, il a inscrit ses 11e et 12e buts de la saison et devient meilleur buteur du championnat à égalité avec Kylian Mbappé. Habib Diallo a quant à lui marqué son 7e but de la saison, le seul d'ailleurs est suffisant pour donner la victoire à Strasbourg sur la pelouse du Racing Club de Lens au PSG. Idrissa Gana Gueye a entraîné sa 2e titularisation de suite sous l'ère Pochettino. Les Parisiens se sont largement imposés 3-0
face à Brest, mais le milieu de terrain sénégalais a été remplacé à l'heure de jeu pour une petite blessure. Bordeaux avec Youssouf Sabaly est venu à bout de Lorient 2-1. Marseille avec Pape Gueye et Dijon avec Pape Cheikh Diop et Moussa Kounati se sont quittés sur un score nul vierge. Lille est allé battre Nîmes sur sa pelouse 1-0. Moussa Koné est entré en cours de jeu. En Angleterre, on jouait le troisième tour de la FA Cup et Sadio Mané s'est illustré de fort belle manière. Face à une jeune équipe d'Aston Villa, il a inscrit un doublé de la tête pour une victoire 4-1. Famara Diédhiou a également marqué pour Bristol City lors de la victoire 2-1 devant Portsmouth. Ismaïla Sarr et Watford ont été battus et éliminés par Manchester United. Un tour en Espagne où Moussa Ndiaye a disputé son premier match en tant que titulaire avec la Juvenile A du Barça. Et ça s'est plutôt bien passé avec une victoire 2-1 devant Mallorca. En Turquie, Mbaye Diagne ne s'arrête plus. Ce week-end avec Galatasaray, il a marqué au bout de 30 secondes, à savoir le but le plus rapide de cette saison et son 9e en Super League turque. Fatih Karagümrük est difficilement venu à bout de Konyaspor 2-1 avec notamment un but de Papa Aliou Ndiaye dans les dernières minutes du match. Alassane Ndao lui a délivré la passe décisive du premier but. Istanbul Basaksehir est allé s'imposer 2-1 à Ankara Gucci chez Hassan Djoussé, titulaire d'ailleurs, et Dembaba a marqué le but victorieux des visiteurs. On reste en Europe avec l'Atlético Madrid. Diego Simeone confirme le transfert de Moussa Dembélé de l'Olympique à l'Olympique lyonnais, c'est ça? Effectivement, c'est bien ça. L'Atlético Madrid qui a donc choisi Moussa Dembélé pour remplacer Diego Costa, on le rappelle, qui a résilié son contrat avec les Colchoneros, une révélation de foot mercato. L'attaquant français devrait arriver dans les jours à venir à Madrid sous forme de prêt avec option d'achat de 35 millions d'euros. Une opération confirmée par le coach Diego Simeone. C'est encore bouclé. C'est pas encore bouclé, mais c'est très avancé. Je parlerai de lui quand il sera là avec nous sur la pelouse, a ainsi lancé l'entraîneur argentin en conférence de presse ce lundi. L'officialisation ne devrait pas du tout tarder entre l'Atlético Madrid et donc Moussa Dembélé. Et rappelons un petit peu pour faire un petit flashback, bien sûr, sur la Ligue 1. Et Ligue 2 sénégalaise, désormais sur e-radio tous les week-ends. Vous aurez une rencontre en direct. Ce sera à partir de 16h, voire 17h. Ça dépend des matchs. Le rendez-vous est donné. Tout à fait. Merci beaucoup, Papa Job, pour toutes ces actualités des sports. Merci également à vous d'avoir été avec nous sur ITV. Un merci également à toute l'équipe de la régie. C'était donc l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, même chaîne, oui. Mais dans un instant, Cheikh Hassan Fall revient pour la suite de la totale bloc d'information. Au revoir.